47 jours nous séparent du premier tour des élections cantonales. Qui pour gouverner Genève? Suite de nos entretiens de campagne ce soir, liberté et justice sociale. Pierre Maudet, bonsoir. Bonsoir. Candidat au Conseil d'État, ancien conseiller d'État aujourd'hui, poste de directeur dans une société active dans la sécurité informatique. On va parler de votre programme, de vos engagements. À noter que chacun de vos engagements dans votre programme n'excède pas 5 ans dans sa mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce possible ? Ça caractérise notre action politique. Notre action politique, elle s'inscrit dans une législature. Je crois que les gens à Genève, aujourd'hui, ont besoin d'éléments concrets, d'engagements qui sont bornés dans le temps, mais qui sont tangibles, qui sont concrets et réels. Et l'idée que l'on a développée avec les 29 candidats de liberté et justice sociale, c'est de se fixer sur 20 projets quantifiables, chiffrables, mesurables, finançables, qui vont pouvoir s'inscrire dans une législature pour toucher vraiment les gens au cœur. Alors je vais parler de votre travail, vous êtes actif dans le numérique, il y a des propositions en la matière, des propositions finalement autour de cette économie, de ces économies en pleine explosion, le numérique, la transition énergétique. Comment former localement cette main-d'œuvre dont ces entreprises ont déjà besoin d'ailleurs ? Alors, ça ne se décrète pas, ça se travaille d'abord en termes d'orientation. Il ne vous a pas échappé qu'on a voté l'année passée sur le cycle d'orientation. C'était une votation ratée, un échec. Et il s'agit de remettre l'ouvrage sur le métier et de faire en sorte que, par exemple, très rapidement dans la formation des enfants, j'ai moi-même 3 enfants de 12, 14 et 16 ans, et je vois ce que l'école leur inculque en termes d'approche et d'appétence au numérique, de les sensibiliser aux risques, mais aussi aux opportunités, aux éléments technologiques de base, mais à ce que ça veut dire être citoyen 2.0. Donc l'orientation est importante, les débouchés le sont aussi, le travail beaucoup plus fin entre l'économie privée, les besoins en matière de digitalisation et les filières de formation. Et là, on a un bon exemple, notamment dans le canton de Vaud, avec la haute école d'informatique qui se trouve à Yverdon, sur une capacité d'augmenter quantitativement et qualitativement la filière du numérique. Donc c'est une proposition très concrète, une filière du numérique spécifiquement dédiée pour arriver à former nos jeunes dans la matière. Priorité aux entreprises locales dans l'attribution des marchés publics. Vous dites dans votre programme qu'il faudrait au moins un seuil de 20%. Ça veut dire quoi, qu'on est en dessous de ce 20% dans l'attribution des marchés publics? On ne donne pas 20% aux entreprises locales déjà maintenant? Alors on les donne en tout cas pas partout. Pour donner un chiffre, c'est environ 2 milliards de commandes publiques par année, si l'on compte l'État, les communes, les services industriels, toutes les entités publiques ou parapubliques qui confient des services, mais aussi des tâches dans le domaine de la construction, des prestations diverses et variées à des entreprises privées. La tendance ces dernières années, c'est une tendance à la concentration. Par exemple, à des entreprises générales, voire des entreprises totales, avec tous les problèmes de sous-traitance qu'on peut avoir derrière. L'idée, basée sur ce qu'on a pu observer aux États-Unis, où on a une loi qui s'appelle le Small Business Act, qui prévoit un pourcentage, en l'occurrence c'est 15% aux États-Unis, nous on verrait 20%, 15% ou 20% de la somme est dévolue aux entreprises locales. Et comment est-ce qu'on le fait ? De nouveau, en travaillant avec les branches concernées, mais peut-être en prévoyant des plus petits marchés, plus accessibles, et en assortissant ça d'une logique de simplification administrative. Sur la liste que nous présentons, nous avons par exemple une candidate qui a lancé sa start-up, qui a eu des aides pour le démarrage, mais qui aimerait pouvoir déployer maintenant à petite échelle ces automates, en l'occurrence un café. Mais elle n'y a pas accès parce qu'on est dans des marchés énormes. C'est ça l'enjeu, c'est un enjeu de réduction de l'échelle. Vous avez parlé des procédures administratives, tout le monde s'accorde pour dire qu'elles sont trop nombreuses, qu'elles pèsent sur les entreprises, ça tout le monde est d'accord. Mais vous, quelles sont les propositions que vous amenez en la matière et qui vont faire sauter ces freins administratifs? Alors c'est vrai que le constat est assez largement partagé. On l'a entendu hier encore à propos des problématiques qui touchent les seniors. Sur notre liste qui comporte quand même un certain nombre d'entrepreneurs, donc de chefs d'entreprise, mais aussi d'indépendants, on remarque que pour un certain nombre d'entre eux, je parle ici d'un garagiste, je peux parler d'un menuisier, on arrive dans certaines situations, c'est le cas du menuisier, Jean-Louis Fazio, à plus de 50% de son temps dévolu à l'administration plutôt qu'aux clients. Et c'est évidemment pas possible. D'ailleurs, les termes ne sont pas anodins. Parler d'administration avec un grand A signifie avoir en face de soi, même pas des gens, mais une sorte de monstre qui ne vous considère pas, vous envoie des injonctions, souvent sans possibilité de téléphoner, sans possibilité de répondre. Donc il y a d'abord un état d'esprit, une attitude à changer. Un service client, quoi. Un service public. C'est pas un gros mot que de dire service public. Un service, la notion de service est claire, et public, on paye des impôts pour ça, le cas échéant, on paye des émoluments. Alors notre proposition très concrète consiste à dire qu'il faut inverser la présomption de bonne foi, inverser le fardeau, et se dire que si on se met d'accord, par exemple, pour l'ouverture d'un restaurant,
Dans le canton de Vaud, ça prend 45 jours. À Genève, il n'y a pas de raison que ça en prenne davantage. Si au bout de 45 jours, l'autorisation n'est pas délivrée au restaurateur, on part de l'idée qu'il est de bonne foi, qu'il a fait tout ce qu'il devait, eh bien, l'autorisation est réputée délivrée. Et on la lui donne. Et c'est ensuite la charge à l'administration de vérifier qu'effectivement, tout est dans les clous. Cette logique d'inversion, ou quand on demande par exemple toutes sortes de documents pour un appel d'offres, il faut s'adresser à 15 services différents, payer des émoluments pour des informations que l'État a déjà, on inverse les choses, c'est l'État qui va demander les informations aux différents services. Mais ça va mettre les collaborateurs de la fonction publique sous tension. Alors je sais que vous êtes connu pour mettre sous pression, pour être exigeant envers vos collaborateurs. Là, si vous mettez dans un règlement, dans une loi, comme ça, on ne pourra pas vous accuser de mobbing. C'est la loi qui dit de tout faire en 45 jours si possible. Le but, c'est pas que la loi ait un effet magique. Le but, c'est d'amener chez le collaborateur, et je pars de l'idée que les collaboratrices et collaborateurs de l'État ont compris qu'ils faisaient partie du service public, la notion de se mettre à la place du citoyen. C'est quand même assez fondamental. Est-ce qu'ils y arriveront vraiment en 45 jours ? Je fais le pari qu'ils y arriveront. Ils y arriveront d'autant plus volontiers, avec certes un peu de pression, que les moyens digitaux doivent accompagner cette petite révolution. Là aussi, on peut se comparer à quelques cantons voisins. Prenons simplement l'exemple du dossier médical du patient dont on parle depuis des années, qui serait d'ailleurs un des éléments nous permettant peut-être de mieux maîtriser les coûts de la santé. C'est incroyable de voir le temps que ça prend. Donc, il faut voir ces différents projets très concrets qui s'inscrivent dans le temps comme autant de moyens d'inverser un certain nombre de tendances. Et la tendance qui voit l'administration développer plein d'usages, plein de demandes supplémentaires et qui se positionne en dehors du champ du citoyen, celle-ci, il faut l'inverser. Parlons mobilité. Vous avez une mesure plutôt coercitive, presque nord-coréenne. Je vais la détailler. Entre 6h et 9h et entre 16h et 19h, au centre-ville et aux petites douanes, 2 personnes au moins par voiture, sinon amende. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est dans les grandes lignes. Mais il faut d'abord partir d'un constat. Genève, en matière de mobilité, vit une guerre de tranchées, avec des propositions qui n'ont pas été discutées et qui ont été imposées. Je prends l'exemple, pour varier, de stickers. Vous savez, cette mesure avec tous ces panneaux qui ont constellé la ville, qui a été utilisée une seule fois et qui a amené plein d'automobilistes à devoir acheter des autocollants. Encore pas vraiment compris à quoi ça servait. En plus, elle a été jugée en partie illégale par les tribunaux. Et puis à l'inverse, on a ce débat sur le péage urbain. On parle d'un horizon 2030. Genève serait candidate à avoir un péage style londonien avec des portiques et moult coûts d'administration là autour. Nous, on se dit, quels sont les principes qui doivent nous guider ? Nous sommes le parti de la liberté, le mouvement des libertés et de la justice sociale, donc on n'est pas très enclin à des contraintes, d'où votre question sans doute, mais on se dit que les libertés des uns s'arrêtent où commencent celles des autres, et que les libertés, c'est certes un devoir, mais c'est aussi une responsabilité, celle par exemple de veiller à ce que le trafic professionnel, que celles et ceux qui sont des employeurs, qui ont des employés, qui gardent des emplois, je pense ici à des plombiers, je pense qu'on a un garagiste aussi, puissent accéder au centre-ville pour livrer leurs prestations. Et il faut prioriser. Et quand on doit prioriser, il faut trouver des solutions réversibles, très important. Ça n'a pas été fait ces dernières années, on doit être capable de revenir en arrière si ce n'est pas une bonne mesure, donc on teste, et on va d'abord dans une logique incitative. Si ça ne marche pas, on peut essayer avec des amendes, mais l'idée c'est d'inciter. Et donc cette idée très précise, c'est quoi ? C'est de se dire que sur certains axes pénétrants de la ville, il y a effectivement un problème avec une seule personne au volant de sa voiture, additionnée des milliers de fois. On pense ici au centre-ville, mais aussi par exemple à tous les villages qui sont dans la couronne genevoise et qui subissent depuis des années des situations catastrophiques. Donc c'est une mesure simple, facile à comprendre, incitative, cas échéant coercitive, et qui permet en tout cas d'amener un débat, me semble-t-il, sur l'usage des routes. Et cette mesure qui ira donc de pair avec une diminution des tarifs TPG pour l'ensemble de la population, c'est dans votre programme. J'ai envie de vous poser encore une question sur le pouvoir d'achat. Prix des loyers, assurance maladie, comment soulager les ménages, c'est un thème de préoccupation. Oui, vous avez raison. Le pouvoir d'achat, c'est un peu le mantra qu'on sort tous les 5 ans au moment des élections. On voit les trams parsemés de pouvoir d'achat, on voit apparaître le libellé classe moyenne. La perception que nous avons à Liberté et Justice sociale, qui est une perception fondée sur le terrain, sur les échanges qu'on a avec les gens, c'est qu'il y a un problème de pouvoir d'achat qui est la résultante d'une fragilisation de cette population. Il y a effectivement moins d'argent dans le porte-monnaie et il y a 2 inquiétudes majeures, une peur de perdre son emploi et une peur de ne pas trouver à se loger surtout quand on est en famille, quand la famille se développe, avec des loyers qui deviennent aujourd'hui exorbitants. On trouve difficilement un 4 pièces à moins de 3 000 francs. Alors toute une série de nos propositions visent précisément à restaurer, à créer du pouvoir d'achat, à restaurer une part de pouvoir d'achat. Comment ? Dans le domaine du logement, c'est assez simple, 2 mesures. Augmenter le volume de logements sur le marché en convertissant des bureaux
en logement. Nous avons une proposition concrète avec un soutien au mètre carré pour inciter les propriétaires à convertir. On a des centaines de milliers de mètres carrés de logements qui sont vides aujourd'hui, et notamment dans la petite ceinture, on doit y arriver. Et puis une mesure qui vise à soutenir l'accession à la propriété, qui est aujourd'hui très opaque, très difficile, qui est aussi une façon de protéger son loyer et d'éviter d'être tributaire. Enfin, on doit se demander pourquoi est-ce qu'on indexe les loyers. Ce verre, quand il est produit, il n'est pas indexé en fonction de l'évolution du coût de la vie. On doit arriver à protéger un certain nombre de biens fondamentaux des tribulations, je dirais, des circonstances. Dernière question traditionnelle, une qualité, un défaut, même si les gens vous connaissent déjà bien. Alors, commençons par le défaut. J'ai fait un pas de recul par rapport à la politique ces dernières années, qui m'a amené à observer et à quand même me montrer un peu critique. Je pense que mon défaut principal en réalité en politique, c'est le fait d'aller très vite, et notamment dans les interactions personnelles avec les gens, de ne pas donner le sentiment que je respecte les personnes et leur position. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le travail que l'on fait avec Liberté et Justice sociale consiste justement à réintégrer ce paramètre-là. Et on n'a plus de temps pour la qualité. Alors, d'un mot, la qualité, alors. Ma qualité, c'est d'être un faiseur. J'agis, je prends le risque de faire. Et ça me semble extrêmement important pour les 5 prochaines années à Genève. Merci beaucoup, Pierre Maudet. Bonne campagne à vous. Bonne soirée.